La prochaine fois que vous êtes dans le métro ou dans le bus ou je sais pas où, que vous appréhendez de parler à quelqu'un, un inconnu, en se disant qu'il va soit pas vous répondre ou que ça va être désagréable, et bien d'essayer de le faire quand même et que vous vous rendez compte que franchement 9 fois sur 10 vous aurez passé un super moment et vous serez super content de l'avoir fait. Donc je m'appelle Clara Deletraz et dans mes vies antérieures, j'ai lancé l'initiative French Tech quand j'étais en cabinet ministériel avec Fleur Pellerin, donc, pour booster, développer l'écosystème entrepreneurial français. Et j'ai cofondé Switch Collective, qui est une espèce de bilan de compétences nouvelle génération pour accompagner les gens qui se posent des questions justement dans leur parcours. Et après, dans ma vie de maintenant, je consacre toute mon énergie à trouver des solutions à la fracturation de la société. Et donc j'ai lancé un projet qui s'appelle Ensemble. Pendant que j'étais à la French Tech, ça commençait déjà à me trotter un peu dans la tête l'idée de monter une boîte. Et comme j'ai quand même un gros syndrome de l'imposteur, de l'impostrice en l'occurrence, et du coup, un côté un peu scolaire, je me suis dit il faut que je fasse une formation. Donc je suis allée faire une espèce de formation à l'entrepreneuriat. Et là-bas, on nous a appris une chose importante qui est que quand on veut créer un projet, monter une boîte, l'enjeu c'est pas tellement de trouver une idée, une nouvelle idée, mais c'est plutôt de réfléchir à un problème qu'on a soi ou qu'on observe autour de soi et qui est en tout cas qui nous semble suffisamment important et auquel on serait prêt à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à résoudre. Et de ce point de vue-là, j'avais toujours eu la sensation d'être un peu le vilain petit canard quoi, qui est jamais content, qui trouve pas sa place. Donc je me suis dit bah tiens, ce problème-là, moi j'ai jamais tellement réussi en plus à trouver, que ce soit dans les solutions un peu classiques qui existaient de coaching, de bilan de compétences, une méthode qui me convenait vraiment. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis formée du coup à plein de choses et que avec celle qui est devenue ensuite mon associée, on s'est dit qu'on allait inventer notre propre méthode. Et c'est comme ça qu'on a été vers Switch Collective. Ce qu'on a créé déjà, c'est une méthode qui avait la particularité de se faire en collectif. Aujourd'hui, ça paraît un peu bateau, mais à l'époque, ça ne l'était pas. On est en 2015. On a inclus de la méditation, des visualisations, de l'impro, voilà, des choses qui permettaient de sortir aussi du mental pour être mieux à même de se poser des questions un peu structurantes, un peu introspectives. C'est à peu près à cette époque qu'on a commencé à parler des bullshit jobs. David Graeber, le sociologue, anthropologue. Donc ça commençait à arriver, mais c'est vrai que c'était le début. Et nous, on a vu, donc on s'est lancé en 2015, et on a vu vraiment les choses grandir. Et avec effectivement un très fort effet d'accélération au moment du Covid, même si je dirais qu'après, à partir de 2022, il y a aussi la crise qui est arrivée. Et je pense que les aspirations de changement étaient toujours là, mais qu'on a vu aussi un petit tassement. Parce que je pense que c'est plus compliqué pour les gens de se projeter. Bien sûr, il y a des enjeux de sécurité financière notamment, et on n'a pas forcément envie de quitter son job quand on en a un dans des contextes comme ça. Sur certaines reconversions, oui, ça veut dire potentiellement une perte de salaire, voire quand on se lance à son compte ou en tant qu'entrepreneur, une période où on n'est pas payé du tout. Et ça, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le Covid a été un marqueur assez fort de cette envie de replacer le travail. Je sais pas, je dirais pas forcément de lui donner moins d'importance. Mais en tout cas de se dire qu'il n'y a pas que ça, que le temps perso avec la famille, les amis, d'autres activités est hyper important. Après, en France, on accorde particulièrement, et il y a des études longitudinales à l'échelle européenne, même mondiale, qui le montrent. En France, on accorde particulièrement l'importance au travail parce que ça nous donne un statut, une utilité, voilà. On fait porter notre quête de sens sur notre job.
Alors qu'à un moment donné, le sens, on peut évidemment le trouver dans son job. Et oui, c'est mieux parce qu'on y passe du temps. Mais c'est absolument pas la seule manière de trouver du sens à sa vie et d'en donner et de le créer. Il y a plein d'autres choses, évidemment et heureusement, pour le faire. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est à quel point ce discours de la quête de sens dans le travail a été récupéré par les boîtes, les startups, etc. Et puis maintenant, on en parle tellement que c'est aussi un moyen de retenir les gens, parfois de les faire bosser encore plus, sous couvert de la quête de sens. Et, voilà. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai quitté Switch, la conclusion que j'ai tirée, c'était pas tellement ok, génial, on a permis à tous ces gens de donner plus de sens dans leur travail. C'est surtout ce qui se passait après le programme, tous ces gens qui nous disaient mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est surtout les rencontres que j'ai faites, c'est l'expérience collective que j'ai vécue. Et j'en étais arrivée à la conclusion qu'en fait, notre quête de sens, c'est une quête de lien. C'est une quête de collectif. Et c'est ce qui m'a amenée d'ailleurs, moi, après, là, sur mes nouveaux projets. Je crois qu'au fond, dans beaucoup de pans de nos vies, il y a cette quête de sens. Et encore une fois, derrière, même si on ne se le formule pas comme ça consciemment, en réalité, derrière, c'est un manque de lien et de collectif. Donc en 2020, on a revendu Switch à la Manif. Moi, je suis restée 2 ans jusqu'en 2022 pour faire la transition du projet. Je suis partie en 2022, j'ai pris une pause. Donc voilà, pendant un temps, je n'ai rien fait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à identifier un fil vraiment que j'avais envie de tirer en partant de ce que j'observais chez moi et autour de moi, à savoir ce que je disais tout à l'heure sur notre quête de sens est en fait une quête de lien, une quête de collectif. Et je me suis lancée dans une petite enquête terrain. J'ai beaucoup lu, j'ai rencontré beaucoup de chercheurs sur ce sujet de la fracturation de la société et des bulles dans lesquelles on évolue, qui sont liées aussi aux réseaux sociaux, qui franchement nous aident pas des masses. Et je suis même allée sur le terrain me demander c'est quoi les rares endroits de la société où il y a encore des gens, des collectifs de gens qui arrivent, qui sont très différents, que tout semble séparer a priori, qu'on voit rarement ensemble et qui arrivent quand même à accomplir des choses ensemble. Donc j'ai été voir des jurys d'assises, des conventions citoyennes, la justice restaurative, des choses comme ça. Et j'ai commencé à raconter mes découvertes dans une newsletter donc qui s'appelle Ensemble avec un S entre parenthèses. Je suis arrivée à la conclusion que l'antidote à la polarisation existait et que cet antidote était à la fois très simple et très compliqué. Mais qui consiste à faire vivre une expérience que j'appelle donc ensemble, donc qui est une expérience qui va réunir des gens qui n'appartiennent pas aux mêmes ensembles de points de vue, d'identité, de mode de vie, etc. Et de leur faire vivre donc une expérience qui va leur permettre de se parler et de s'écouter vraiment sur les sujets complexes, sensibles, qu'à un moment donné, on va devoir traiter. Et donc là, j'ai prototypé une expérience qui permet de faire ça et qui passe par différentes étapes avec un certain nombre d'ingrédients et que je fais vivre là à la fois dans des contextes de corporate, donc dans des entreprises, des organisations, sur des territoires, aussi, où parfois ça part en vrille, justement, sur des sujets complexes. Et j'aimerais en faire aussi même peut-être une espèce de spectacle immersif, participatif, grand public, pour montrer aux gens que c'est possible de se connecter et tout en se confrontant mais sans s'affronter sur des sujets comme ça importants. Alors déjà, il faut quand même se dire qu'on a tous une tendance, et c'est une tendance absolument humaine et normale, et ce qu'on appelle l'homophilie, c'est-à-dire d'être attiré par ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Et c'est un besoin primaire, parce que ça nous rassure, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus simple, parce que plein de choses. Et on a besoin de ça, tous et toutes, dans nos vies. Donc il ne s'agit pas non plus de dire que l'entre-soi est forcément mauvais, forcément, c'est pas vrai. On en a tous besoin. On est totalement pris dans
tous nos biais cognitifs, là encore on en a plein, des biais, qui nous font voir le monde d'une certaine manière, avec des lunettes qui sont toujours les mêmes, sans qu'on soit capable de se rendre compte qu'en fait il y a potentiellement plein d'autres paires de lunettes et plein d'autres manières de voir un sujet, un problème, voilà. On perd au fur et à mesure, quand on est trop dans l'entre-soi, la capacité à se relier, à se connecter à l'autre, vraiment à l'autre avec un grand A. Et ça pose plein de problèmes aujourd'hui dans la société. On parle même du coup d'épidémie de solitude, même de baisse de la sexualité, de baisse de tout. Enfin, finalement, ça vient appauvrir, in fine, toutes nos relations. Parfois, c'est déjà même difficile de vivre avec soi et avec tous les personnages qu'on a à l'intérieur de soi-même. Entre la personne qui voudrait quitter son job, l'autre qui dit « non mais surtout pas, n'y va pas ». On a tous plein de gens à l'intérieur de nous et déjà, ça, on voit que c'est difficile à faire cohabiter parfois à l'échelle de soi-même. Alors, à l'échelle d'une société, vous imaginez bien que c'est encore plus compliqué. Et il se trouve qu'en plus, là, on n'est pas forcément aidé par tout un tas d'évolutions géographiques, socio-économiques, technologiques qui ne nous aident pas à le faire. On a parlé des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui nous mettent dans des bulles de filtre, c'est-à-dire que les algorithmes sont configurés pour ne nous présenter que des contenus ou des gens qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Donc c'est dur d'aller à contre-courant de ça. Déjà, il faut en avoir conscience, il faut s'en rendre compte. Ensuite, l'évolution, nos évolutions socio-économiques ont fait qu'on se retrouve, par exemple, à vivre aussi de plus en plus dans des quartiers homogènes à l'échelle. Donc, encore une fois, on peut avoir même envie de se mélanger, mais c'est pas si simple que ça de le faire, parce qu'encore faut-il en avoir l'occasion. Il n'y a plus aujourd'hui non plus l'Église, beaucoup moins, voilà, les religions qui permettent aussi de le faire, le service militaire, tout ça, ça n'existe plus. Donc il y a peu d'occasions aussi de le faire. Et puis parfois, voilà, encore une fois, on peut avoir envie. L'école publique est en train de complètement décrocher, alors que c'est quand même un des endroits aussi de brassage. Donc voilà, c'est dur parce qu'on en a aussi très peu l'occasion. Et en réalité, en fait, ça c'est même très documenté scientifiquement, les gens anticipent que la rencontre avec l'autre, avec les inconnus, avec ceux qui ne sont pas comme eux, va être désagréable. On a tous ça, on a tous ce biais-là. Par contre, là aussi, toutes les études scientifiques montrent que quand on passe le pas et qu'on le fait dans de bonnes conditions d'écoute, avec un certain nombre d'ingrédients, les gens se sont jamais sentis aussi vivants, aussi humains, aussi bien. Enfin, il y a un vrai impact sur le bien-être. Et donc, c'est chouette de le rappeler la prochaine fois que vous êtes dans le métro ou dans le bus ou je sais pas où, que vous appréhendez de parler à quelqu'un, un inconnu, en se disant qu'il va soit pas vous répondre ou que ça va être désagréable, et bien d'essayer de le faire quand même et que vous vous rendez compte que franchement 9 fois sur 10 vous aurez passé un super moment et vous serez super content de l'avoir fait. La démocratie, c'est ça. Enfin, la démocratie, à un moment donné, c'est d'être capable de se confronter, pas au sens de s'affronter, mais juste de se confronter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple, le fait de faire ensemble quelque chose de concret, avec un objectif commun qui peut être petit ou grand. Ça peut être chanter, danser, faire du sport, faire de la cuisine, enfin n'importe quoi, hein. Faire ensemble, ça permet déjà de synchroniser, de se synchroniser même quand on vient d'univers très, très différents. Ressentir ensemble, là aussi des émotions communes, c'est un lien très très fort. On l'a vu au moment des JO par exemple, hein, le fait de vibrer, d'être déçu, mais de tout ça, de le faire ensemble. D'un coup, on se sent connecté à l'autre, même quand on ne le connaît pas ou même quand il semble être à des années-lumière de nous-mêmes. Et dialoguer, il y a 2 règles d'or, c'est écouter pour comprendre, pas pour répondre et anticiper sa réponse et se dire « Attends, là, il est en train de me dire ça, mais du coup, je vais répondre ça. » Écouter pour comprendre, juste pour comprendre. Et parler soi-même sans chercher à convaincre.
Moi, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'essaie d'ailleurs dans ma newsletter de donner aussi souvent un petit tips, une petite action à faire simple. Mais il y en a plein. Par exemple, je sais pas, sur les réseaux sociaux que vous suivez, vous forcez à aller suivre des gens qui sont très différents de vous et auxquels vous adhérez pas du tout. Ça, c'est une manière de sortir de sa bulle de filtre. Ça commence par ça, quoi, des petits pas qui vont permettre de muscler cette capacité à se connecter à l'autre, à eux, ceux qui sont pas comme nous, ou ceux qui déjà juste sont tout simplement pas comme moi, parce que par définition, ils sont pas moi. Donc, si ce vivre ensemble fonctionnait, d'une certaine manière, pour moi, c'est ce qui nous permettrait de nous mettre en mouvement et d'adresser les défis qui sont devant nous. Et on retrouve de l'espoir aussi, tout simplement, qui me semble on a un peu perdu là, d'envie d'un destin commun et d'un futur commun, et déjà d'un présent commun.